Je n'ai pas fait cette référence. Ce n'est pas vrai. C'était connerie. Je n'ai pas fait cette référence. Je ne l'ai pas faite. Oh, salut les auditeurs de la table ronde. Comment ça va, votre vie sexuelle? Bref, aujourd'hui, on n'est que deux pour parler de ce Disaster Artist. Donc, avec moi, il y a Mondrex Estero, il y a Aurel. Coucou Aurel. Salut, bonsoir à tous, bonjour. Voilà, et moi, je m'attribue le rôle de Tommy Wiseau avec mon accent belge assez particulier. Voilà, alors, ça va être très court ce tour de table pour parler du film. Aurel, qu'est-ce que tu as pensé de ce Disaster Artist? On rentre dans le vif du sujet. Donc, alors, eh ben, écoute, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais regardé The Room 2 semaines, non, pas 2 semaines, 2 mois avant, on va dire même. Et j'ai trouvé ça très mauvais, mais rigolo quand même. Donc, et puis on en avait beaucoup parlé. Je me suis dit, il va falloir quand même que je vois ce Disaster Artist pour voir comment James Franco va parler de The Room. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que ça représente très bien ce qu'est la catastrophe du film. En fait. Et donc, j'en suis très satisfait. Voilà. Bah, je vais te rejoindre. J'ai adoré The Room. J'ai adoré lire le Disaster Artist. Et j'ai adoré voir ce Disaster Artist. Alors, je dirais un petit peu plus loin dans les détails, mais pour moi, c'est un excellent exemple de réappropriation d'une source originale pour pouvoir parler un petit peu de soi d'une certaine manière. Alors, je suis vraiment désolé, Aurel, mais vu qu'il n'y a que nous deux et que bon, bah, c'est moi qui dirige la cérémonie ce soir, je te laisse faire le synopsis du film. Donc, le scénario de The Disaster Artist, donc faut savoir que c'est une adaptation du livre The Disaster Artist que je n'ai pas lu, mais j'ai beaucoup aimé cette écriture parce que elle détaille absolument tout, ou presque, je pense, et donc on voit la rencontre de Greg et de Toby, et qui se déroule donc en première partie à San Francisco, et puis ensuite la deuxième partie se déroule à Los Angeles, où là il y a la conception du film The Room. Et c'est Greg en fait qui lui dit tiens pourquoi tu ferais pas un film, il dit ah ça c'est une bonne idée et tout. Et c'est à partir de là que l'idée de The Room se fait. Et non, j'ai vraiment bien aimé cette écriture parce que c'est que tu vois absolument tout. Et à quel point Tommy était un personnage odieux, il était désagréable avec tout le monde, avec toute l'équipe technique, il était désagréable avec les acteurs qu'il dirigeait. C'était vraiment un personnage détestable. Et c'était un personnage aussi où tu voyais que ce mec était mauvais. Il était mauvais en tant que producteur, mais c'était aussi un mauvais acteur. Et ça, c'est hyper bien retranscrit. Et c'est génial, quoi. Ok, ben, je vais dans le même sens. Alors, j'ai lu The Disaster Artist. Alors, je vais pas faire mon fanboy qui fait « Mon Dieu, ça s'est pas passé comme ça exactement ». En fait, j'avoue que quand j'ai vu le film, j'ai été dérouté à certains instants en me disant « Mais il réutilise cette phrase, mais pas dans le contexte tel que raconté dans le livre. » Sans vouloir jouer au Mon Dieu, c'est une adaptation, ça peut être refait comme ça. Mais par exemple, quand Tommy dit à l'interprète Denis « Ne fais pas ton brando », dans le livre, c'est expliqué que, en fait, il dit ça à l'interprète original de Mark, qui était engagé avant Drake pour jouer Mark. Et c'est surtout pour le casser comme ça. Mais j'ai eu ce petit truc, en fait, pas non plus du genre une adaptation doit coller exactement, mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un petit peu déstabilisé. Et au final, j'ai trouvé ça logique parce que c'est une réappropriation du récit. C'est montré à la fin quand on a la comparaison sur les scènes en The Room et les scènes refaites par James Franco et son équipe. C'est qu'on est vraiment dans la réappropriation d'une source, dans la réappropriation d'un mythe, entre guillemets, le mythe de The Room, qui est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas The Room, déjà foncez le voir tout de suite, c'est hilarant. Et ensuite, c'est surtout connu comme un film extrêmement mauvais, un film extrêmement médiocre à tous les points de vue. Et donc voir James Franco se approprier cette histoire pour pouvoir la raconter d'une autre manière, d'un amoureux de cinéma, d'une personne qui veut absolument être dans le business. Alors je pense à
à Valentin qui aurait dû participer à ce débat et suite à des problèmes de temps, on n'a pas su le faire, mais qui parlait d'un schéma en deux parties. Une première partie qui était vraiment sur la volonté d'être dans le milieu hollywoodien, et cette deuxième moitié qui est allez vous faire foutre, on fait ça si on veut, comme on veut. Bref, j'ai trouvé ça intéressant et même touchant dans l'écriture des personnages, dans sa manière d'amener le récit, tout simplement. Mais en fait, dans sa structure en général, il y a quelque chose de touchant et en même temps, d'une certaine manière, je ne vais pas dire déstabilisant, mais quand on part de la source originale, je suis désolé, j'essaierai de ne pas être trop chiant avec ça, c'est amusant d'imaginer que ce disaster artist s'est raconté du point de vue de Dreg, parce qu'il y a une forte critique par rapport à Tommy Wiseau, il est quand même assez hard dans sa manière de le décrire. Et ici, c'est un peu plus doux envers Tommy, même si on ne nie pas la catastrophe qui est devenue le film, enfin, les tournures catastrophiques qu'a pris le film. Mais d'un autre côté, ça reste positif, ça reste dans cette volonté de montrer, voilà, ils ont réussi à faire leur film, ils ont réussi à mener leur projet à bout, même si Tommy est excentrique, même si Greg dit souvent oui à tout et va même laisser des plumes dans l'histoire. Bref, ça parle de cinéma, mais d'une manière assez, je vais pas dire positive, mais d'une manière assez colorée, du genre vraiment un vrai success story. C'est, regardez, ces mecs ont réussi à faire un film alors que rien n'allait, alors que ils ont dépensé des millions pour des caméras qui des trucs complètement, le fait d'avoir acheté la caméra HD et 35 mm, la luminosité, il y a eu aussi quelque chose qui est passé en dehors dans le film, c'est les changements d'équipe. Il y a eu 3 chefs opérateurs différents sur le film, par exemple, et évidemment, le changement d'équipe technique. Mais d'un autre côté, c'est intéressant la manière dont c'est raconté. On reste dans cette manière d'instruire le film dans les échecs, dans l'aspect, dans tout ce qui a foiré, et en même temps, ça reste positif. Ça reste à la fin, regardez, ils sont encore amis, ils ont réussi à faire leur film, ils sont connus, et ça pourrait même presque dire aux gens, et les mecs, vous vous foutez de leur gueule, mais eux, ils sont quand même connus, et en plus, ils ont réussi à accomplir leur rêve. Ouais, moi, il y a un truc qui m'étonne, parce que le film est sorti en 2003, mais entre 2003, justement, là où le film est sorti, et aujourd'hui, maintenant, j'ai pas l'impression, j'en ai jamais entendu parler de ce film, j'en ai juste entendu parler l'année dernière, on va dire l'année dernière, en fin d'année dernière. Alors, je sais pas, est-ce que ça vient de moi, ou est-ce que c'est vrai qu'on en a pas parlé du tout entre 2003 et 2018 Alors, il a fallu un petit moment, en fait, c'était surtout un mythe, je veux dire, américain. Dans la manière dont c'est expliqué dans le livre, enfin, je pense que c'est dans le livre, il se peut que je me trompe. Si vous avez lu le livre et que vous vous rendez compte que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que le film était à l'affiche d'une salle de cinéma, film à l'affiche, enfin, payé pendant 2 semaines par Tommy pour pouvoir lui faire participer aux Oscars. Et il y a des étudiants en cinéma qui sont passés devant l'affiche du film et il était mis les places ne sont plus remboursées, ainsi qu'une critique extrêmement acerbe. En fait, le mythe est venu comme ça. Les étudiants ont adoré le visionnage du film. Ça s'est passé de personne à personne. C'est resté très, très américain d'une certaine manière. Et puis, c'est arrivé en Europe avec la possibilité d'acheter les DVD du film sur le site. D'ailleurs, je pense à Valentin qui a un exemplaire dédicacé. En fait, c'est vraiment cette table ronde sera dédicacée à Valentin qui n'a pas su y participer. Mais voilà, au départ, c'était vraiment très américain et ça s'est entré plus tardivement en Europe. Ce qui explique pourquoi c'est peut-être moins, je ne vais pas dire connu, mais on est moins Ah bah dans la maintenant, hype qu'aux États-Unis. Maintenant, on peut dire que c'est connu, oui, c'est sûr, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et je me rappelle, je sais plus exactement, mais l'année dernière, ouais, je crois que c'était toi qui avais commencé à en parler, et c'est là que j'ai connu le film. Enfin,
j'ai connu le film comme ça, juste de nom, où on parlait d'un film qui s'appelait The Room, et je me disais, mais c'est quoi ce truc et tout. Et puis après, ça s'est calmé. Et puis après, au fur et à mesure que la ressortie en salle approchait, j'en entendais encore plus parler, The Room, The Room, The Room. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc, en me disant que c'était le plus mauvais film qui existait. Et j'étais attiré quand même, parce qu'on m'a dit quand même, faut que tu le vois. Et j'ai regardé donc, et j'ai été subjugué par ce film parce qu'il est tellement mauvais que c'est incroyable. Et c'est plus drôle que le film veut faire passer par enfin, il veut faire passer un message, j'ai l'impression, mais il n'y arrive pas. Et ça en devient tellement drôle. Dès la première scène, j'ai éclaté de rire parce que les décors sont comiques aussi, parce que c'est tellement mal fait, c'est tellement. Enfin voilà quoi. Ouais, je recommanderais de lire le livre aussi. Il est sorti chez Carlotta il y a quelques temps. J'ai pu en faire une critique pour le coin Tétritique Ciné. C'est vraiment la table ronde du placement de produits. D'ailleurs, je vois tu Coca. Non, je déconne. Où est-ce que j'en étais avant de partir comme ça? Mais je trouve que le film de Disaster Artist arrive à faire ressentir vraiment ces instants de, bah, je ne vais pas dire l'amateurisme, mais bah, cet aspect vraiment, vraiment échec qu'il y a derrière, cet aspect Tommy qui essaye absolument de s'inscrire dans Hollywood alors qu'il bah, alors qu'il n'a pas vraiment le physique pour, et c'est attachant, et en même temps, ça reste, je ne vais pas dire logique, mais c'est quelque chose d'extrêmement touchant, cette volonté de ne pas vouloir de ne pas vouloir être vu comme un monstre, mais comme un véritable héros. Cette manière de vouloir faire un drame extrêmement, bah, qui se veut sombre et qui au final touche à quelque chose d'hilarant, quelque chose extrêmement égocentré. Et c'est intéressant que James Franco interprète le personnage tout en réalisant un peu comme Tommy, même si je vais essayer d'éviter ces tournures-là. Je sais pas s'il y a des points sur lesquels tu veux revenir dans le scénario. Bah non, au niveau du scénario, j'avais tout dit. Il y a un autre truc que je voulais dire par rapport au film. Je me rappelle plus très bien. Bah, ça me reviendra au cours du débat, je pense. Mais vas-y, poursuis. Bah, écoute, je vais peut-être prolonger une de mes craintes. Dans l'opinion que j'avais du film, ça aurait pu faire un nouvel Ed Wood. Ed Wood qui est mon film préféré de Burton. Et Burton, il a un amour pour le personnage d'Ed Wood, il a un amour pour le cinéma derrière. Et ce que j'avais peur, c'est que le film tombe dans la moquerie facile. Et j'avoue que au niveau de la fin, j'avais un peu ce sentiment de crainte qu'on soit juste dans regarder, ce type a fait un mauvais film. Mais c'est assez touchant envers Tommy. On met en avant son côté excentrique, mais d'un autre côté, on aime le personnage, on aime ses défauts, même s'il trahit d'une certaine manière Drake, notamment quand il oblige à rasser la barbe alors qu'il aurait pu avoir une meilleure opportunité de carrière. C'est clair. D'ailleurs, est-ce que là-dedans, dans cette structure, on pourrait presque y voir une revisite de l'intrigue même de The Room? Le fait que ce soit deux amis très forts, masculins, et que leur relation est perturbée par l'arrivée d'une fille qui, euh, qui en séduit un. Bon, même si voilà, cette manière que cette manière que l'un des personnages masculins se retrouve exclu entre guillemets de sa relation avec l'autre personnage masculin. D'ailleurs, c'est drôle quand je pense à Drex Estero qui parlait de l'aspect homo-érotique du film. Et voilà, ça m'a fait un peu penser là-dedans, cette relation qu'il y a entre Greg et Tommy dans The Disaster Artist film. Cette manière cette amitié proche, qu'en même temps on sent, je ne vais pas dire trouble, mais on sent la jalousie de Tommy Ah oui, oui. pour la copine de Greg. Oui, oui, on la sent cette jalousie, oui. Moi aussi, je l'ai perçue. Dès la première rencontre, en fait, quand il arrive dans l'appartement et tu sais, il est sur le canapé avec elle. Mhm. Il arrive et déjà, on sent qu'il apprécie pas du tout que Greg est en fait une petite amie, quoi. Mais je trouve ça intéressant, cet aspect relation. En fait, ça arrive à aborder l'aspect, entre guillemets, malsain de la relation. Dans le livre, c'est abordé de manière extrêmement sombre. On critique beaucoup Tommy.
Et là-dedans, d'un côté, on ne renie pas ça, et de l'autre, on garde quand même cet aspect amoureux, fasciné pour, pour Tommy. D'ailleurs, je reviendrai dans la mise en scène, mais la manière dont il est introduit, je trouve ça intéressant par rapport au personnage même. Mais comment essayer de revenir là-dessus? Oui, je trouve ça intéressant dans sa manière d'agencer ces événements, d'agencer en fait vraiment ça comme un schéma de success story qui, qui est en fait plus dans la loose story que dans la success story, mais qui en même temps, bah, ça reste une success story. J'espère que ma phrase sera compréhensible. C'est pour ça que je me suis mis en Tommy Wiseau. Mes expressions, tout le monde, tous les auditeurs le savent. C'est extrêmement particulier. Alors, aussi, ainsi, je le dis avant d'oublier, ne vous énervez pas si je fais la comparaison à chaque fois avec le livre. J'essaie de ne pas non plus tomber dans le révisionnisme du genre, mon Dieu, page 45, ils disent ça, alors que dans le film, ils font ça. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment James Franco qui se réapproprie la source originale et qui la tape à sa manière, qui la tape avec l'amour qu'il y a pour le film, et sans même tomber dans... Je trouve qu'on n'est pas tant dans la moquerie que ça. Je sais pas ce que tu en penses, Non, pas Aurel. du tout. Non, il n'y a aucune moquerie, justement. Non, 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 non. Je dis, après, bon, moi, j'ai pas lu le livre personnellement, mais je pense que là, il faut vraiment s'en tenir au film lui-même, parce que, voilà, en fait, ce qui fait James Franco, c'est parler, raconter, mais il ne tombe pas dans la moquerie, il montre vraiment ce qui s'est passé, et notamment, le film est projeté et tout le monde rigole et se moque de lui. Après, c'est pas de la moquerie, c'est pour montrer en fait, lors de la sortie du film. Parce qu'il fallait s'y attendre hein, en même temps, parce que voilà. Mais non, il n'y a pas de moquerie facile. Non, non, du tout. Il montre en fait ce qui s'est passé et voilà les conséquences qu'il a eues à la sortie du film. Et donc voilà. Il a payé les Oui, bah, conséquences de la médiocrité du film, c'est tout. oui, mais justement, c'est ça ce que je trouve bien. Le ton aurait pu tomber dans la moquerie, dans la gaudriole facile. Et là, ici, en fait, il y a de l'humour. Vraiment, le film est très drôle. Oui, Mais c'est ça, oui. c'est pas tant que ça au dépens des personnages. Comment expliquer ça? C'est l'humour qui est lié au personnage par les situations, par bah, l'aspect surréaliste de certains trucs, mais on n'est pas dans oh regardez Tommy il est bizarre lol lol ça va je rate mes expressions, mais voilà, c'est pas le XP XT PTTR, c'est vraiment mauvais, c'est ce film est connu pour être mauvais, mais les personnages sont drôles, mais on rit avec eux d'une certaine manière. Même le fait que ce soit cautionné entre guillemets par Tommy Wiseau qu'on voit dans la scène after credit. Oui, au fait, restez après le générique. Il y a une Oui. scène after credit avec Tommy Wiseau et elle est assez amusante. Même s'il y a des private jokes par rapport à The Room, en fait, c'est peut-être quand je dis un défaut, c'est entre guillemets, c'est que le film, bah, pour être totalement apprécié, il faut avoir vu The Room. C'est vrai, et justement, enfin, c'est ce que je disais justement parce que j'avais vu le film, et je disais que The Disaster Artist est donc plus appréciable quand on a vu The Room. Et il y en a qui me disaient non, je suis pas d'accord. Enfin, moi j'ai vu The Room, enfin j'ai vu The Disaster Artist et je trouve pas qu'il faut avoir vu The Room. J'ai apprécié quand même le film, mais quand même, quand on connaît The Room, je trouve qu'on apprécie quand même carrément plus le film. Enfin, pour ma part, moi je l'ai vraiment apprécié et je pense que si j'avais pas vu The Room, j'aurais pas apprécié autant le film. Bah, pour ma part, je pense on peut apprécier le film sans l'avoir vu, mais Ah oui, oui. au vu de certains clins d'œil, de certaines private jokes, c'est plus logique d'avoir vu The Room. Maintenant, j'espère que le film va donner envie à ceux qui n'ont pas encore vu The Room de le regarder et peut-être de revoir le film avec un œil assez neuf en se disant ah bah maintenant j'ai compris la référence, comme l'aurait dit Captain America dans Avengers. Voilà, je trouve que Ah, c'est quand même dommage. Après, je c'est pense qu'il faut vraiment avoir vu The Room avant The Disaster Artist, parce qu'après, regarder The Room après, je trouve que c'est dommage quand même. mais je pense on peut passer au personnage. Oui, pas de souci. Eh bien, encore une fois, je te laisse la parole avant, étant donné que tu es l'invité. D'accord. Alors, donc les personnages. Donc, j'ai commencé par Tommy Wiseau, en fait, qui est le personnage central du film. Enfin,
Le personnage central, oui, parce que bon, c'est lui qui a conçu le film The Room, à savoir que c'est quand même Greg Sestero qui lui a, on va dire, donné un petit peu l'idée de faire un film. Parce qu'ils étaient sur un balcon, ils étaient en train de discuter, et Greg lui a dit, tiens, si tu faisais un film. Il lui a dit, ah oui, bonne idée, tiens, je vais faire un film. Et donc il s'est dit, hop, il a commencé à écrire un scénario, tac, 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 et tout. Et puis il a dit à Greg, toi, je vais te donner un rôle et tout. Et donc c'est là qu'on commence vraiment à découvrir Tommy sous un angle différent. Parce que c'est un gars qui est capable de faire tout, en fait. Et là, tu vois, il commence à faire un scénario, il commence à écrire une réalisation, il prend des décisions un peu cons, parce que même lors du tournage, il prend un décor, alors qu'il y en avait déjà un juste à côté. Il est un peu débile, quoi, parce qu'il avait juste le décor original à côté, il fait la copie conforme du machin. C'est même l'équipe technique qui lui fait la remarque, mais il n'a rien à faire. Et il y a plein de trucs comme ça, et il dirige ses acteurs n'importe comment, et il sait même pas écrire des dialogues et tout. Il est mauvais dans tout, mais il continue à faire son truc. Il est odieux avec ses acteurs, même pendant la scène de sexe, avec la soi-disant, enfin la fille qui doit interpréter Lisa, il la traite mal, et même l'équipe technique lui dit arrête de la traiter comme ça, enfin et tout. Continue, il est vraiment odieux ce personnage. Et il y a même une engueulade avec Greg et tout. Et je sais même pas comment Greg, d'ailleurs, il a fait pour rester ami, parce que même à l'heure actuelle, ils sont encore super amis. Et quand tu vois comment Greg a été traité, alors qu'il aurait pu avoir une carrière quand même bien plus intéressante, il a continué à rester aux côtés de son ami. Donc c'est ça, enfin, The Disaster Artist, c'est la conception d'un film, mais c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est très bien visible à l'écran, ça se voit. Et comment un ami comme Greg Sestero a pu tenir bon à côté d'un gars aussi excentrique que Tommy Wiseau, qui était un gars et qui est un gars complètement à côté de ses pompes, quoi. Et je me demande comment un gars pareil a pu réussir. C'est peut-être parce qu'il s'y est pris bien finalement, c'est pas trop. Mais voilà, en tout cas, il a réussi à faire le plus grand des nanars. Et maintenant, c'est un des films les plus célèbres et qui passe encore au cinéma. C'est une référence, quoi, on va dire. Donc voilà. Bah écoute, moi, l'écriture des personnages, j'ai trouvé ça intéressant dans cette manière qu'a, par exemple, Tommy, de vouloir s'entrer dans un Hollywood tel qu'il se l'imagine. Cette volonté, bah, tu parlais des décors, cette volonté de se dire, Hollywood, on fait tout d'une certaine manière. Cet aspect qu'on a, nous, en tant que public, d'imaginer, par exemple, le tournage d'une grosse scène d'action, en se disant, ah, bah, il doit faire ça, il doit faire ça. Et cette volonté qu'il a d'essayer de je reste dans le mot réapproprier, mais de se réapproprier toute une mythologie hollywoodienne cette fois-ci, et d'essayer de la placer, de rentrer dans ce système sans y rentrer d'une certaine manière, de prouver sa valeur. Alors, James Franco, j'avais peur qu'il tombe dans... Je recommençais ma phrase. J'ai une meilleure idée. On est dans l'imitation, mais dans l'imitation vivante. J'espère que ce que je dis est compréhensible. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas dans la simple copie, comme on aurait pu tomber à la biopic, mais on est dans ce que chaque acteur imagine du protagoniste et arrive à le reprendre tout en lui conférant une certaine vie. Essayer d'imaginer ce qu'il y avait derrière le film, en même temps ce qu'il y a dans le livre, et de pouvoir refaire ça dans la direction d'acteur. En soi, bah, James Franco aurait pu tomber dans le surjeu permanent avec Tommy, mais il arrive à trouver quelque chose d'assez touchant dans sa manière de le jouer, quelque chose assez sincère d'une certaine manière. D'ailleurs, ça, c'est peut-être l'une de mes grandes tristesses qui n'ait pas été nominé à l'Oscar pour ce rôle, même si de un, je ne suis pas fan des Oscars, et de deux, la situation est un peu compliquée pour lui pour le moment, mais on ne va pas tomber dans l'aspect people. Voilà, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler cinéma. Mais je trouve ça intéressant qu'il s'est donné ce rôle et d'en donner cette volonté de se réapproprier cette histoire, et tout ça avec, entre guillemets, son équipe. On a donc Dave Franco, on a Alison Brie, on a Seth Rogen, on a Joe Tapado qui est dans un genre de
caméo, pas si caméo que ça, qui en même temps fait extrêmement mal au cœur. Donc on retrouve la touche rock'n'roll, franco, et en même temps, bah, on est dans quelque chose assez... en fait, c'est assez familial d'une certaine manière, et en même temps, c'est assez respectueux dans cette direction d'acteur. On n'est pas dans la... Voilà, on n'est pas dans le surjeu, on n'est pas dans je dois absolument mimer ce personnage. On est dans quelque chose un petit peu plus sincère, vivant, qui, euh, qui loupe, qui loupe peut-être certains points, mais d'un autre côté, ça reste assez cohérent avec le ton du film. Moi déjà en plus parce que bon c'est quand même un biopic en quelque sorte et moi j'ai jamais été trop d'ailleurs ce genre de film de biopic je trouve pas enfin j'ai jamais été trop intéressé par ça et là j'étais vraiment tenté pour le coup parce que j'avais vu The Room et je voulais vraiment savoir comment s'était fait le film et tout donc ça m'avait vraiment intéressé pour le coup mais aussi c'est la façon parce que c'est James Franco en plus qui est derrière la caméra et je voulais voir comment il se débrouillait derrière la caméra et il le fait très bien et devant et derrière d'ailleurs et il s'est approprié ouais le rôle de Tommy Wiseau en plus donc c'était vraiment intéressant et c'est aussi surtout une comédie et parce que ça nous montre à quel point le film a été tourné et à quel point maintenant on sait pourquoi ça a été une catastrophe. Mais ce que je trouve, ce que je disais, un truc que je disais tantôt, c'est l'humour qui vient des personnages, mais qui n'est pas un humour contre les personnages. Je pense à la scène avec Joe D'Apato. Si Tommy est excentrique dans cette scène, s'il est entre guillemets drôle à vouloir faire Shakespeare, c'est pas, on n'est pas dans la moquerie pure, on est vraiment dans le personnage qui essaie sincèrement de faire de son mieux pour impressionner un producteur. Quand on a la scène du restaurant où il répète la pièce avec le rêve, on est dans quelque chose où on aurait pu être dans la loufoque facile. On est dans une certaine forme de gêne par rapport au public qu'il y a autour, mais de l'autre côté, il y a vraiment cette volonté sincère d'être immergé par la pièce qui s'interprète, être vraiment dans les personnages. Ici, vraiment, c'est de l'humour qui vient des personnages, mais qui n'est pas contre les personnages, dans mon opinion en tout cas. Et ça aide à accrocher le spectateur, ça aide à l'empathie et en fait à faire passer la partie humoristique. Il y a certaines punchlines, entre guillemets, du genre la scène de sexe où il y a Sandy, le script, qui lâche, il ne sait, mais il le fait dans le nombril, il ne sait pas où se trouve le vagin, mais ça reste entré envers les personnages. Cette réplique, c'est logique pour Sandy au vu de la manière dont il perçoit Tommy, et c'est de manière assez, comment dire, son excentricité. Et encore, il y a des trucs qui auraient pu vraiment être. Je vais arrêter, franchement, je vais arrêter. C'est juste pour donner un exemple, pour dire pourquoi, selon moi, ils ont vraiment bien repris le personnage. Dans le livre, un shot à chaque fois que je dis dans le livre. Dans le livre, il parle que Tommy avait envisagé une scène où sa voiture décollait d'un toit et volait dans le ciel pour, ouais, avant de dire que c'était une idée comme quoi son personnage serait un vampire. On parle du fait qu'il réfléchisse au fait que son personnage puisse être un vampire, mais cet aspect excentrique qui se perd un petit peu dans cette volonté d'histoire, d'un côté vouloir être dans le drame à la Tennessee Williams, à être dans l'interprétation à James Dean, et de l'autre côté, cet aspect loufoque qui est inhérent au personnage, mais qui en même temps, c'est logique. En fait, je me perds un petit peu, mais ça reste logique dans la personnalité de Tommy telle que représentée quand on regarde The Room, quand on regarde les reportages, les articles sur lui, quand on lit le livre. Et c'est quelque chose qui se retrouve vraiment dedans. On a cet aspect, entre guillemets, loufoque, mais qui en même temps ne va pas à l'extrême. Ça aurait pu vraiment mener à quelque chose extrêmement surjoué, quelque chose assez mécanique. Et au final, James Franco arrive à tirer quelque chose de plus subtil dans son interprétation qui permet de mieux faire ressortir l'excentricité, mieux faire ressortir ces moments comme ça qui font dire mais bordel, c'est qui ce personnage? Alors, Dave Franco, je l'ai trouvé
quand je dis plus en retrait, disons que je l'ai trouvé un peu plus mécanique dans son jeu, mais d'un autre côté, ça reste logique par rapport au personnage de Drake qui est un peu plus, je vais pas dire rigide, mais au vu de l'aspect extrêmement explosif de Tommy, c'est logique qu'en comparaison, bah, Drake paraisse plus calme, plus simple, on va dire. Mais en même temps, c'est intéressant dans cette manière d'aborder. Voilà, on ne tombe pas non plus, on ne tombe pas vraiment dans les personnages, les acteurs font ce qu'ils font d'habitude. On est dans quelque chose, je vais pas dire simple, mais quelque chose logique, quelque chose d'inhérent au protagoniste. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et en plus, il y a un caméo de J.J. Abrams, donc évidemment, je ne peux qu'aimer ce film. Oui, Voilà, voilà. au tout début d'ailleurs, mais il y a lui, il y a Lizzie Kaplan, il y a, si je me rappelle de tous, parce que c'est pas évident, Ah oui, oui, mais le il y en a plein. Il y a Kevin Smith, Kevin Smith, ouais, également, en effet. Et, ouais, je pourrais et pas en même tous. temps, C'est vrai qu'il y mais en a en pas même temps, mal. Ouais. en même temps, c'est vrai que ça amène cette idée de bah, que le film a été vécu de manière unique, par son ton, par tous ceux qui l'ont vu. Et comment dire ça, c'est le fait que The Room ce soit une expérience personnelle. En plus d'être un mauvais film, et que c'est vraiment quelque chose où on est face à un film où on se dit, mais comment on a pu tomber là-dedans. Et c'est quelque chose qui arrive très bien avec ces caméos. Et ces personnages qui t'expliquent, qui donnent leur avis sur le film, parce que c'est exactement ce que fait The Disaster Artist, c'est donner un avis sur le film, donner une interprétation sur la manière dont ça a été fait, en se réappropriant une source qui est considérée comme sûre, et en faisant quelque chose qui est proche, je ne veux pas dire du fan film, mais de l'interprétation qu'on a des événements. Alors, je ne sais pas si tu as envie de rajouter un petit peu sur les acteurs. Bah, à part dire que, ouais, c'était deux amis qui, enfin, c'est vraiment des gars qui se sont rencontrés par hasard, quoi, on va dire, et qui sont devenus aussi amis par hasard. Ils ont des personnalités bien différentes. Et, et ce qui est dingue, c'est que maintenant, ils sont encore amis, ces deux gars. Alors que c'est vrai que Greg aurait pu lui en vouloir parce que à cause de lui, à cause de Toby, il a quand même raté peut-être, on va dire entre guillemets, une carrière qu'il aurait pu décoller quoi. Notamment, je sais pas si on peut spoiler, hein. Vas-y. Bah oui, oui, Voilà, on peut, parce toujours. que quand même Greg avait la possibilité de jouer dans Malcolm quand même dans un épisode et que euh, il devait se raser en fait voilà. Alors je sais plus si c'était, il devait se raser la barbe. Non. Si, c'est ça. Il devait garder sa barbe justement pour jouer le Oui, rôle il de devait garder ça. Malcolm. Voilà, et il devait la garder. Bryan Cranston, qui a son propre rôle, lui dit parce qu'il devait réaliser un épisode de Malcolm et lui dit tu dois garder ta barbe et donc Tommy lui dit voilà j'ai obtenu un rôle dans Malcolm et Tommy ne veut pas Tommy veut qu'il se rase la barbe et il a beau le persuader mais il veut pas. Et déjà rien que ce détail, tu te dis mais c'est un con Tommy quand même. Et tout, et rien qu'à cause de ce détail quoi, tu dis que c'est à cause de ça aussi que Greg n'a pas forcément réussi à décoller dans la carrière du cinéma. Alors que peut-être c'était une chance que lui avait proposé Bryan Cranston. Donc voilà. Si je peux revenir sur deux points là-dessus. De un, bah, l'anecdote, la scène comme ça, c'est intéressant dans la construction des personnages et ce n'est pas dans le livre, mais je trouve ça intéressant. Encore une fois, c'est pas pour faire juste, oh mon Dieu, ce n'est pas comme dans le livre, c'est pas bien, mais c'est pour jouer sur un certain registre, parce que pour moi, c'est entre guillemets un peu logique d'en parler parce qu'on est vraiment dans la réappropriation des sources pour construire quelque chose assez unique. Et mon autre point, c'est il faudrait que je passe à la réalisation. Alors, je ne sais pas si, Aurel, tu veux encore rajouter un truc ou... Ah bah du coup sur les personnages j'ai dit ce qu'il fallait donc c'est bon. Bon, bah alors, je vais me permettre de commencer un petit peu pour la réalisation, ainsi je peux continuer dans ce qu'on disait. Dans The Room, ce qui est intéressant, c'est que il y a donc ce plan
ce zoom vers le visage de Drake alors qu'il s'est rasé. Et dans le film de Disaster Artist, ça reprend une certaine amertume, quelque chose d'assez, je ne veux pas dire sinistre, mais quelque chose d'assez dur qui marque une trahison de Tommy pour Drake. Vraiment, ce zoom, c'est quelque chose qui fait mal, parce que c'est vraiment ça appuie l'aspect méchant de ce que fait subir Tommy à Drake. L'obligation de lui faire tracer sa barbe alors qu'il aurait pu avoir un rôle qui aurait été intéressant pour sa carrière. Donc j'ai trouvé ça intéressant dans cette manière de, encore une fois, on est dans la réappropriation, c'est le mot du jour. C'est simple, un shot à chaque fois que je dis réappropriation et un shot à chaque fois que je dis dans le livre. Non, ne le faites pas les enfants, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, on ne sait jamais. Mais plus sérieusement, ça reste drôle aussi de voir la manière dont la caméra est assez mobile. On est dans la mise en scène presque documentaire. La caméra bouge, elle est en mouvement, alors que la mise en scène de The Room est extrêmement fixe. Alors, j'ai encore quelques points, mais je vais laisser un petit peu Aurel, si je te laisse donner ton avis. Ah, c'est sûr que, enfin, les deux films sont différents. Ils parlent de, enfin, The Disaster Artist raconte un tournage calamiteux, désastreux. Et voilà, The Room, c'est vrai que tu vois qu'il y a une différence de réalisation parce que la mise en scène est quand même différente. Tu vois que dans ce Disaster Artist, même s'il raconte ce qu'est The Room, tu vois qu'il y a quand même du soin au niveau des plans et tout ça. Au niveau de la technique, on a affaire quand même à un film parce qu'il y a James Franco derrière. Et de l'autre côté, mais tu vois que The Room, c'est dégueulasse. Il fait jamais rien de bien. Le mec, c'est toujours, comme tu disais, des plans fixes, quoi. Il fait rien d'extraordinaire dans sa caméra. La technique, il y a vraiment rien à retenir, quoi, de spécial. Et voilà, donc c'est vrai que quand tu compares les deux, oui, il y a vraiment, tu retiens vraiment plus la réalisation de The Disaster Artist, mais quand même, ça te permet de découvrir à quel point The Room, parce qu'à travers cette technique plus gérée, plus maîtrisée de James Franco, ça te permet quand même de mieux voir ce qui a été fait. Et voilà, le désastre qui a été retranscrit parfaitement. Donc oui, voilà, c'est ce que j'avais à dire principalement. Mais, en tout cas, pour moi, la mise en scène reste dans la logique de départ du comment, enfin, on va vous montrer les coulisses du film, on va vous montrer comment ça a été fait. Donc, cette mise en scène, on est vraiment dans l'aspect presque making of, en fait. En fait, Oui, oui, c'est ça, c'est un making of, oui, c'est ça aussi. Oui. oui, making of de fans qui n'est pas non plus dans, je vais pas dire le fan service stupide, mais on est, enfin, fan service stupide. J'espère que on va me comprendre. On n'est pas dans quelque chose assez creux. On est dans vraiment la volonté, on va vous montrer comment ce film a été fait, on va vous montrer pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu, et en même temps, on va vous montrer pourquoi ce film a réussi à se faire. Donc, c'est logique que dans la partie tournage, la caméra on est plus dans la caméra portée, on est vraiment dans l'aspect plus documentaire. Ça m'a fait penser à certaines séries qui utilisent cette technique, comme dans The Office. Bah, le plan par rapport à la ruelle, par exemple. Et voilà, on est vraiment dans l'aspect, on va recréer ce qui s'est passé pour pouvoir vous faire aimer encore plus le film, ou même vous donner envie de voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Et ça a marché, il y en a qui ont voulu voir The Room après ce Disaster Artist. Et il y en a qui ont eu envie de revoir The Room après The Disaster Artist En aussi. plus, eh ben, je serais quand même pas allé jusque-là, mais voilà, c'est évident que ça t'y refait penser, quoi. Et ils ne se contentent pas que de filmer dans les studios parce qu'on voit ce qui s'est passé autour. Parce que c'est important aussi à savoir ce qui s'est passé autour. Enfin, quand je dis autour, c'est en dehors des studios. Oui, Avec Greg notamment. c'est vraiment remettre un contexte, mais en fait, le making-of, c'est un peu c'est un peu ce que le livre fait, c'est vraiment être un making-of enfin, c'est pas un peu, c'est vraiment le livre dont est basé le récit, c'est un making-of de ce qui s'est passé pendant The Room.
en plaçant un contexte sur l'amitié entre Drake et Tommy. Et c'est exactement ce que fait le film, tout en racontant en plus autre chose. C'est vraiment cet aspect amour du cinéma et de montrer un peu, la comparaison est facile, pas vraiment logique quand quand on trouve un petit peu plus, mais un peu à la Ed Wood, c'est montrer comment une personnalité excentrique qui n'aurait pas dû être célèbre grâce au cinéma étant donné son incompétence entre guillemets, et qui arrive à être connu, à vivre entre guillemets de son œuvre, alors que c'est pas quelque chose qui rentre dans le qualitatif de manière cinéphilique. Et c'est quelque chose que James Franco arrive à replacer dans sa mise en scène. C'est une mise en scène assez, je veux dire, humaniste, proche de ce personnage. C'est quelque chose qui est bien construit. Bien construit, c'est assez treux. J'essaie de trouver une meilleure formulation, mais c'est vraiment quelque chose, en fait, vraiment proche des personnages, comme nous, on aimerait être pour le making-of. Comme nous, on aimerait se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce plan? Tiens, mais on aimerait bien voir, tout simplement la scène du I did not eat her. Je veux dire, c'est vraiment le genre de trucs qui font dire, on aimerait voir un making-of du film, mais quelque chose qui montre vraiment comment c'était en replaçant un contexte humain, en replaçant un contexte émotionnel, pour rappeler aussi que la construction d'un film, c'est des êtres humains qui sont faillibles. Je veux dire, il y en a qui arrivent à faire des chefs-d'œuvre, mais des fois, il y a de la chance derrière, des fois, c'est vraiment l'alignement d'étoiles. Et puis, il y a des personnes qui essayent, qui ratent, mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont raté. Et James Franco arrive vraiment à rendre ça dans sa mise en scène. Oui. Là, je pense que c'est un des rares réalisateurs qui s'est intéressé à un mec qui a raté quelque chose. Parce que j'ai pas souvenir que dans des films, des biopics quelconques, il y a un mec qui s'est intéressé à quelqu'un qui avait raté quelque chose complètement. Et je crois que c'est un des rares réalisateurs qui s'est intéressé à un gars comme ça qui avait eu tout faux. Parce que Tommy Wiseau, ouais, il était mauvais dans tout, mais il était mauvais en production, il était mauvais en scénario, en tant que scénariste, il était pitoyable en acteur, quoi. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois que son non-talent, on va dire, de comédien est bien mis en avant. Parce que je sais pas si tu te rappelles la scène du E-Mark où il arrive sur le toit, il recommence la scène 50 fois. Et dans le film, quand tu le vois, bon, déjà c'est mauvais en soi, quand tu regardes dans The Room. Mais alors là, tu te dis, ils ont recommencé la scène autant de fois que ça, c'est pas possible et tout. Parce qu'il faisait couper et à chaque fois il recommençait. Ils avaient beau lui expliquer à Toby que c'était pas comme ça, tu sais, que c'était pas comme ça que ça devait se passer et tout. Mais le mec, il comprenait pas, il avait pas l'air de comprendre ce que lui disaient les autres et il recommençait 50 fois la scène. Alors il dit, vas-y, prends la bouteille, tu la jettes par terre et tout, ça donnera peut-être un effet un peu plus, on va dire, mais non, non, c'était toujours aussi bidon, quoi. Et puis la scène où il se met à rigoler alors que la scène où Greg, qui joue Marc, qui raconte un truc, je sais plus exactement ce que c'est, hein, il a un dialogue où il raconte un truc, une anecdote qui n'est pas censée être drôle, et il rigole à chaque fois. Et je crois que c'est son chef opérateur qui lui dit c'est pas drôle. Il dit faut pas que tu rigoles quand il raconte ça. Mais il peut pas s'empêcher de rire et tu sais pas pourquoi, mais il rigole à chaque fois. Et c'est quand même extraordinaire parce que tu vois vraiment à quel point Toby était mauvais en jeu d'acteur et qu'il avait pas l'air de comprendre pourquoi il faisait ça. Et il voyait pas lui qu'il était mauvais et tout. Et voilà, mais lui, les autres, l'équipe technique, ils se moquaient de lui. Il l'a entendu même à un moment parce que les micros étaient branchés. Alors, je sais pas si tu te rappelles de cette scène où il se moquait de lui et Oui, qu'il oui, avait ben, tout. ça c'est quelque chose qui est expliqué dans le livre, s'il a engagé Marcus pour le making-of, c'est surtout pour avoir les retours des spectateurs, enfin, de son équipe par rapport à lui. Alors, tu parlais de réalisateurs qui parlent de losers dans le milieu du cinéma. J'ai parlé d'Ed Wood, de Tim Burton. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être d'autres exemples, mais j'en ai aucun autre qui me vient en tête, et je m'en excuse si jamais, chers auditeurs ou auditrices, vous avez d'autres titres. N'hésitez pas à le Oui, mettre en c'est vrai, Ed commentaire. Wood. Alors, j'ai pas vu Ed Wood, mais j'en ai beaucoup entendu parler et il faudrait que je le voie.
Et c'est vrai que oui, Tim Burton, oui, s'était intéressé à quelqu'un de mauvais. Mais hormis, oui, ces deux-là, je sais pas, après, peut-être, oui, comme tu disais, peut-être que dans les commentaires, quelqu'un nous dira. Mais c'est vrai que oui, après, mais c'est à ma connaissance. Je sais pas s'il y a d'autres réalisateurs qui sont intéressés à quelqu'un de mauvais. Oh, bah, on verra bien dans les commentaires si on se trompe ou même après. De toute façon, encore une fois, nous sommes faillibles. Et encore une fois, bah, c'est ce qui rend The Disaster Artist touchant dans sa manière de suivre les personnages, dans sa mise en scène. Simplement d'être vraiment recontextualiser le tout et être. Je n'aime pas utiliser le mot simple comme terme pour la mise en scène, mais on est dans quelque chose. C'est pas une mise en scène qui cherche à impressionner, qui cherche nécessairement à impressionner. C'est quelque chose qui est dans l'instant, dans l'action, dans vraiment replacer, recontextualiser les événements du film, recontextualiser la création et toucher à son aspect humain en fait, son aspect faillible et son aspect le plus touchant et le plus sympathique. Alors, je sais pas si tu as des points sur lesquels tu aimerais revenir dans la mise en scène. Ben, je reviendrai si sur l'amitié qu'il y a entre Tommy et Greg, parce que bon, ils se connaissaient pas du tout, ils sont devenus amis, et c'est une amitié qui est quand même touchante, je trouve, parce que ils sont amis, oui, mais en même temps, après, Tommy, bah, malgré tout ça, il va un petit peu foutre la carrière en l'air de Greg et tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un aspect assez touchant dans leur amitié, parce que malgré tout ça, malgré ce qu'il a fait Tommy à Greg, et ben Greg, il reste quand même ami avec lui. Et je trouve ça touchant quand même, parce que il aurait pu quand même avoir une carrière, je pense, si tout s'était passé pour lui. On va dire normalement quoi. Mais à cause de l'excentricité, j'arrive pas trop à parler, excusez-moi, de Tommy, enfin sa personnalité, il a pas réussi ce qu'il voulait faire, Greg. Mais il est resté aux côtés de Tommy et ils sont restés amis malgré tout. Et j'ai trouvé ça quand même touchant. Bon, alors, Aurel, je sais pas si tu as d'autres points sur lesquels tu as envie de revenir pour la mise en scène. Bah non, du coup, non. Bah, écoute, Voilà. bah, je te propose alors de nous parler de ton avis sur la musique. Oula, alors la musique, j'aurais pas grand-chose à te dire. C'est pas vraiment quelque chose qui m'a, on va dire, qui m'a transcendé, qui a retenu mon attention. Hormis la musique de Corona où Tommy qui danse dessus en boîte de nuit à un moment donné, je sais pas si tu t'en rappelles, il sort en Ouais. boîte de nuit et puis c'est là qu'il fait la rencontre de la fille grecque. Alors il arrive, il dit oh j'adore cette chanson et tout, puis il commence à danser dessus. Et puis après il voit qu'il s'entend bien avec la fille Greg et puis tout, il dit bon on s'en va, il dit j'en ai marre et tout. Bon, il y avait cette musique parce que en fait Corona je connais comme ça parce que c'est la musique un petit peu des années 90 et ce que j'écoutais ça parce que ça passait à la radio à l'époque et tout, donc c'est vraiment le seul aspect musical que j'ai retenu. Mais après l'ensemble j'ai pas vraiment enfin, j'ai pas du tout retenu ce qu'il y avait comme musique dedans. Après il y avait des thèmes, oui, mais ça m'a pas retenu mon attention particulièrement. Voilà, c'est Bah, tout ce que je pourrais dire. autant les thèmes ne sont pas spécialement marquants, la réutilisation de chansons des années, attention, à la belge, des années 90, ça permet de, ça permet, je suis désolé, il fallait que je le passe, ça permet encore une fois d'être dans cette contextualisation du récit. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose de logique pour pouvoir replacer le film dans son contexte temporel, aussi bien qu'émotionnel. Alors, c'est pas non plus exceptionnel. Il y en a, c'est extrêmement drôle. Je pense à la chanson de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, qui est utilisée comme une forme de troll un peu partout sur Internet. J'aurais même envie de me demander si c'est pas une forme de troll de la part de James Franco. Ça, on est dans l'interprétation personnelle, mais dans ma vision de la musique, on est plus dans quelque chose de contextualisation. Ça reste dans la logique du film même. Alors après, c'est vrai que le reste n'est pas très,
n'est pas très... C'est pas quelque chose dont je me rappelle extrêmement bien. Alors, aucun autre retour sur la musique pour ta part? Ah bah non. Du coup, Bon, non. bah, cette table ronde va être extrêmement courte. Un peu comme bref, où est-ce que j'en étais avant de faire cette blague stupide? Donc, Aurel, je te propose qu'on passe aux notes. Alors, Sur combien on met la note? sur 20, C'est sur 20, d'accord. et Alors, pas sur 90. eh bien, moi, je mettrais un bon 15 sur 20. Voilà. Ok, bah oui, un 15 sur 20, c'est bien. Bah, écoute, moi, je vais résumer mon avis d'une manière courte. Bah, The Disaster Artist, c'est un très bon film sur le cinéma, sur cette volonté de créer, sur la faillibilité. Ça va aller. On enregistre ça en soirée. Je suis un petit peu fatigué et je m'en excuse pour ceux qui écoutent le débat. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement humain et touchant. Maintenant, c'est peut-être pas le film qui va renverser tout le monde, mais c'est un film qui mérite pour moi le visionnage, qui mérite un certain amour comme James Franco et son équipe ont offert leur amour pour The Room, pour leur interprète et pour tout le contexte qu'il a derrière. Alors, pour tout cet amour, j'ai envie d'en donner et je vais mettre la confortable note de 18 sur 20. Ah ouais. Voilà, je suis confortable. Mais j'essayais de trouver un jeu de mots avec les chiffres. Par contre, si quelqu'un qui... alors, je sais pas ce que toi, Aurel, tu penses de l'accent de Tommy Wiseau. Il dit que c'est un accent de la Nouvelle-Orléans. Voilà, bah écoute, on a, j'aime bien Tommy Wiseau, mais il y a aussi une autre personne dont j'aime l'accent assez au couteau, et c'est ce cher Arnold Schwarzenegger. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Je pense qu'on peut clôturer le débat ici, Aurel. Je sais pas si tu es content de ce débat sur The Disaster Artist. Ah ben très content parce que c'est vrai que enfin je pense que c'est un film qui avait besoin d'être abordé dans une table ronde parce que déjà The Room voilà je pense que c'est un film qui doit être vu quand même parce que c'est quand même une référence du plus mauvais film et puis d'avoir fait un film sur ce film je pense que ça avait le mérite d'en parler. J'avais envie d'en parler pour m'exprimer parce que voilà, j'avais vu The Room et The Disaster Artist était le visionnage de The Disaster Artist était l'occasion pour pouvoir en parler. Donc voilà, je suis très satisfait. Et voilà. Eh ben, je suis satisfait que tu sois satisfait et je suis satisfait aussi parce que j'aime, comme je l'ai dit au début, j'adore The Room, j'adore le livre The Disaster Artist. J'ai vraiment adoré ce film et j'espère que vous avez adoré ce débat. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si mes blagues belges sont encore plus horribles que l'accent de Tommy Wiseau. Je vous dis, je pense que déjà, Aurel, je te remercie d'avoir participé à ce débat. Mais il n'y a pas de quoi, c'est toujours un plaisir. Bah voilà, je me permets de souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée à vous qui nous écoutez. Je ne sais pas à quel moment vous nous écoutez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre des petits cœurs, à faire pouce bleu, like, RT, tout ce que tu veux. Partage sur tous les groupes. Tu verras, après on fera un top 10 des meilleures répliques de The Room. En tout cas, passez une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas d'aller au cinéma et à bientôt. Ciao. Au revoir et bye. Lancement en 3, 2. Attends, je suis en train de faire le geste avec les mains, ce qui est extrêmement con. Je n'ai pas mis ma caméra.